cancer du col de l'utérus. C'est la semaine de la vaccination. Donc, c'est ce qui est très important pour les dépistages du cancer du col de l'utérus. Donc, je serai aidée du docteur Brigitte Vaunois, qui est médecin anatomopathologiste et qui travaille à Medipat à Aiguille, côté d'Aix-en-Provence. Et moi, je suis le docteur Véronique Vénicoven, je suis chirurgien gynécologue. Je consulte ici à Manosque, que j'opère à Aix, et je m'occupe de la pathologie du sein, mais aussi de la pathologie, bien sûr, pelvienne et col de l'utérus. Donc, c'est la semaine de la vaccination, et depuis le 1er janvier 2021, cette vaccination est élargie, donc bien sûr aux filles, mais aussi aux garçons, ce qui est nouveau en France, alors que dans d'autres pays comme la Suède, la Norvège, dès le début, ils avaient ouvert la vaccination aux garçons. Cette vaccination est importante parce qu'elle va permettre d'éviter 90% des infections dues à ce virus, qui est le papillomavirus, à l'origine des cancers, mais pas que des cancers. Je ne vais pas préciser uniquement le cancer du col de l'utérus, mais ça peut atteindre d'autres cancers, comme au niveau ORL, comme le cancer de l'anus, mais aussi les lésions bénignes, qui sont les condylomes et ces pathologies qui sont assez gênantes. Alors, un enjeu de dépistage, c'est un enjeu de santé publique. Les patientes reçoivent une invitation, comme pour le dépistage du cancer du sein. Elles reçoivent une invitation. La consultation est classique, mais le dépistage et ce qui est l'anatomopathologie est complètement remboursé. Donc, elles n'ont pas d'avance des frais. C'est important de dépister ce cancer du col de l'utérus parce que c'est le 10e cancer chez la femme. C'est une pathologie fréquente, une pathologie qui est grave, puisque les traitements donc, sont lourds. Ils impliquent de la chimio, radiothérapie, de la chirurgie, chez des femmes pour lesquelles parfois la fertilité va être mise complètement en balance, donc c'est important. C'est un cancer, vous le verrez, qui se prête très bien au dépistage puisqu'il a une évolution lente et on va pouvoir donc dépister les formes avant le cancer, ce qui est très rare. On ne l'a pas pour le cancer du sein ou très peu, on ne l'a pas pour le cancer de la prostate. Donc cette évolution lente, il faut absolument arriver à trouver les femmes qui ont ces lésions précancéreuses. Et comme je vous disais, bon, il y a 60% de survie à 5 ans, c'est bien, mais dans des conditions parfois un peu compliquées. Alors donc, le cancer, on reviendra sur cette diapositive. On va essayer de parler aussi de la vaccination. Et vous voyez que ce virus, ce papillomavirus, atteint les hommes comme les femmes. Donc, dans des pathologies bénignes comme les verrues anogénitales, les lésions précancéreuses du col de l'utérus pour les femmes, mais il y a donc les cancers de la sphère ORL, cancer de l'anus qui atteignent hommes et femmes, et aussi des cancers plus spécifiques. Nous y reviendrons. Voilà, donc les différentes étapes. Brigitte Vaunois va vous parler du côté épidémiologie, anatomopathologie. Moi, plutôt, ça sera la place du clinicien et la vaccination, et après, vos questions. Bon, bonjour à tout le monde, merci pour votre invitation. Donc, vous n'avez pas un truc pour que je passe les diapos, moi? Non, il faut faire un petit signe de la tête. Ah non, il va y en avoir des... Ouais. Je ne vais pas arrêter. Voilà, donc les cancers, avant de vous parler du papillomavirus, donc qui est un virus oncogène, c'est-à-dire qui induit la formation de cancer, je voulais aussi parler d'autres virus oncogènes. Si j'avais su, je ne mettais pas d'animation parce que sinon on va y passer. Voilà. C'est phrase par phrase. Le virus des hépatites B, le virus des hépatites, pardon, virus B, virus C, qui entraîne les cirrhoses, lesquelles elles-mêmes entraînent les cancers du foie. 3e cause de décès dans le monde. Il y a un vaccin. Le virus d'Epstein-Barr, mononucléose infectieuse pour la partie bénigne, différents types de lymphomes et les cancers du cavum. Le VIH, bon, pas de responsabilité directe dans la survenue de cancer, mais un cofacteur dans le sens où il induit une telle immunodépression que le corps n'est plus capable de se défendre. Et enfin, le papillomavirus. Moins de 0,3% des infections évolueront vers un cancer, et pourtant, les virus, le cancer du col lié à l'HPV est la 3e cause de décès dans le monde. Donc l'HPV, ce n'est pas anecdotique, on en parle peu. Oui, à part cette semaine, enfin depuis quelques semaines, on parle de l'HPV, on parle des vaccinations, mais bon.
Donc l'épidémiologie en France, 6300 nouveaux cancers par an, parmi lesquels le cancer du col, 3000 cas par an, 1100 décès par an, 35 000 par an, 35 000 lésions précancéreuses dont vous parlez de Dr Vénia à l'instant, qui surviennent un peu plus tôt, mais aussi le cancer de l'oropharynx, dont 20%, l'oropharynx c'est les amygdales et la base de langue, 20% d'entre eux sont liés au virus HPV. Également les cancers de l'anus, qui touchent les femmes plus que les hommes, mais les hommes ont bien leur part. Et parmi les cancers de l'anus, 91% sont liés à l'HPV. Cancer de la vulve, donc cancer féminin, près d'un quart lié à l'HPV. Cancer du pénis, donc strictement masculin, plus d'un quart également. Donc quand on a dit ça, on se rend compte qu'au total, pendant longtemps, on s'est dit oui, l'HPV, oui, c'est le cancer du col, oui, c'est une histoire de bonne femme. On a tout dit, on n'en parle plus, terminé. Finalement, quand on fait les comptes, un tiers des cancers liés à l'HPV concernent les hommes. Donc je pense que ça mérite d'être souligné, d'être enfoncé, que ça rentre dans la tête des médecins généralistes, des gynécologues. Un tiers de la population qui auront un cancer lié à l'HPV seront des hommes. Donc voilà en image ce que ça donne. Des chiffres, on va vous bassiner avec des chiffres tout le long, donc on va passer, Véronique y reviendra aussi. Donc le virus HPV, c'est un virus à ADN, c'est un virus nu, c'est-à-dire qu'il n'est pas enveloppé. Un grand tropisme cutané et muqueux, on le connaît sur le plan cutané parce qu'il donne des verrues. Sur le plan muqueux, tout le monde a entendu parler des condylomes, des verrues. Et on a aussi les lésions dont on parle moins, qui sont des lésions précancéreuses et qu'on appelle des lésions dysplasiques, qui sont des lésions qui peuvent évoluer, c'est pas inexorable, mais qui peuvent évoluer vers un cancer. C'est une grande famille, les papillomavirus, 200 types, parmi lesquels 40 sont plus enclins, on va dire, à la sphère génitale. C'est une infection sexuellement transmissible et c'est la plus fréquente infection sexuellement transmissible dans le monde. Donc ce n'est pas, là encore, anecdotique. Parmi cette grande famille, parmi ces 200 types, on a les virus de bas risque qui vont donner les verrues cutanées et les verrues génitales ou condylomes qui ont un potentiel évolutif nul. Et puis les virus de haut risque qui, eux, sont ceux qui auront un potentiel oncogène. On a notamment le virus 16 et 18, 31, 33, bon voilà, ils sont tous écrits. Ce sont ces virus qu'on va essayer de détecter dans le cadre du dépistage, qu'on va essayer de mettre en évidence pour leur potentiel oncogène. Donc l'HPV, comment ça marche? L'HPV, donc c'est un virus qui est très contagieux, qui marche par contact cutané ou cutanéo-muqueux, qui va pénétrer dans les cellules basales des épithéliums, donc du tissu qui tapisse les muqueuses ou la peau, qui va, une fois dans les cellules, pénétrer dans le noyau des cellules et qui va entraîner une modification de la machinerie cellulaire de la cellule hôte par le biais d'oncoprotéines virales. Je parle notamment de E6 et E7 qui sont les plus fréquentes et notamment de E6 parce que c'est la protéine E6 qui va nous servir au moment du dépistage par biologie moléculaire. Une fois que ces oncoprotéines prennent le contrôle entre guillemets de la machinerie de la cellule hôte, on a une instabilité. On a aussi la protéine P16, qui est celle-là une protéine de la cellule cible, donc de la cellule humaine, qu'elle soit génitale ou ORL, qui elle aussi peut être dérégulée. Et cette protéine P16, quand on arrive à mettre en évidence qu'elle est surexprimée par une cellule infectée, ça montre que le côté oncogène du virus a démarré. Tant que la P16 n'est pas surexprimée, tant qu'on ne met pas en évidence la P16 au sein d'une cellule précancéreuse, on peut avoir le doute, le virus est là ou pas, et en tout cas la machinerie de la cellule hôte n'est pas encore emballée. Donc P16, on en reparlera tout à l'heure, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Donc voilà, donc en image, voilà, la cellule rentre dans le génome de la cellule infectée, donc du coup la cellule infectée se transforme, et les anomalies génétiques qu'elle subit peuvent conduire au cancer. C'est ce qu'on a ici en image, la contagion, l'entrée de la cellule, l'entrée du virus dans la cellule, d'abord dans le cytoplasme, puis l'entrée dans le noyau. C'est dans le noyau qu'on a les chromosomes, les gènes. Le génome du virus va se lier au génome de la cellule hôte pour le modifier à sa guise et entraîner donc des modifications des protéines oncogènes cibles de la cellule hôte, notamment protéine P53, protéine RB, par l'intermédiaire de sa propre protéine E6.
Et comme toute bonne cellule infectée, une fois qu'elle est infectée, on a aussi une stimulation de la prolifération cellulaire, puisque ça va avec la transformation cancéreuse. Alors l'HPV, trois situations différentes. L'infection latente, le virus est là, contagion, il rentre dans la cellule, c'est les cellules basales, parce que selon les tissus, il y a plusieurs couches de cellules. Les cellules basales sont celles qui permettent le renouvellement du tissu. Le virus pénètre dans les cellules basales et il est là. Il est en embuscade, il ne se passe rien. Les cellules ne sont absolument pas modifiées, ni visuellement, ni génétiquement. Le virus est en embuscade. Si on cherche le virus, on le trouve, mais si on regarde la cellule au microscope, elle n'aura aucune modification. On ne peut pas savoir si elle est infectée ou pas. C'est l'infection latente. Ensuite, l'infection productive, alors là, ça commence à bouger. Le virus commence à se répliquer, à se renouveler. Il produit des particules virales. Ces particules virales vont s'accumuler dans la cellule hôte. Donc, la présence de cette accumulation va modifier la cellule. Et donc là, la modification, on la verra au microscope. Mais pour autant, on n'a pas encore de modification de la machinerie de la cellule hôte. C'est l'infection productive. C'est celle qui donne des coïlocytes dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on verra en image, et qui est à l'origine de la propagation de la contagion. Et enfin, l'infection transformante, donc je l'ai mis en rouge parce que c'est par cette étape que le génome s'intègre à la cellule qui est infectée. Donc comme je vous disais, les gènes E6 et E7 induisent une instabilité chromosomique qui va entraîner éventuellement l'évolution vers le cancer. Alors, donc c'est une maladie qui est très contagieuse. À l'occasion de micro-lésions ou un simple contact, la contagion peut se faire. L'infection et la réinfection sont très fréquentes et on estime que 80% de la population générale sera au moins une fois dans sa vie en contact avec cet HPV. Le pic est à 25 ans. Donc il y a un énorme pic à 25 ans au moment des premiers rapports sexuels qui va très haut et qui décroît tout doucement. Les infections du col, alors je vous parle surtout du col parce que c'est ce qui a servi de modèle et ce qui est le mieux étudié. On ne peut pas complètement superposer l'action au niveau du pénis, au niveau de la vulve et encore moins au niveau ORL, mais on imagine que c'est un petit peu le même principe avec peut-être des variations d'inexorabilité peut-être. Dans 90% des cas, le virus disparaît du corps. Le corps est capable de s'en débarrasser dans les 2 ans. Qu'ils soient de bas risque ou de haut risque, c'est-à-dire même les virus les plus oncogènes, les plus susceptibles de donner un cancer, peuvent être éliminés. C'est d'autant plus facile que la personne est jeune, que le système immunitaire est solide, et c'est ce qu'on appelle la clairance virale, cette capacité à se débarrasser du virus. Et dans 10% des cas, c'est l'infection persistante. Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qu'on surveille, c'est ça qu'on cherche à dépister et à suivre de près parce que c'est l'infection persistante qui peut déboucher sur une lésion précancéreuse. À partir de là, même parmi ces 10%, on peut encore éliminer de façon spontanée, mais le plus souvent, on a de plus en plus de mal avec l'âge à éliminer et il y a une évolution vers le cancer en 10 à 30 ans. C'est ce que disait le docteur Vény tout à l'heure. On a le temps de dépister, on a le temps de surveiller, on a le temps de traiter. L'évolution, si elle a lieu, elle est assez lente. Donc voilà en image, un épithélium normal, la contagion, la cellule est infectée, hop, on a le premier stade d'anomalie cellulaire, le condylome, ou CIN1. Et puis, soit on arrive à se débarrasser du virus, soit on n'y arrive pas, donc le virus persiste, et c'est là que les affaires se gâtent, la machinerie cellulaire s'emballe, les lésions deviennent plus sévères. C'est ce qu'on appelle, c'est plus un condylome, c'est un CIN2, c'est cervical, intraépithélial, néoplasie de grade 2. Donc là, on est à l'étape moyenne du processus de cancérisation. Même à partir de là, on peut encore se débarrasser du virus. S'il persiste, les affaires continuent à se gâter, les cellules hôtes, donc les cellules en l'occurrence du col, continuent à être de plus en plus altérées. C'est le CIN3. Et de plus en plus difficilement, on peut toujours s'en débarrasser. Vous voyez, la flèche, elle est de moins en moins large. Là, elle était très large, et puis là, un peu moins, et puis là, encore moins. Le corps est de moins en moins capable de se débarrasser d'une infection si cognée, si sévère. Et si ça persiste, en 10 à 30 ans, on va évoluer vers le cancer invasif. Donc, la clairance virale, donc cette capacité que nous avons tous à nous débarrasser du virus, ça dépend
de la sévérité de l'atteinte, c'est ce que je viens de vous dire. C'est plus facile de se débarrasser d'une lésion qui n'est pas encore très évoluée versus une lésion très évoluée. De l'immunité de l'individu, que ce soit l'immunité humorale qui va empêcher la pénétration du virus dans les cellules, ou que ce soit l'immunité cellulaire, les lymphocytes T qui vont, eux, lutter contre l'extension. Donc un bon système immunitaire permet de mieux lutter. Il y a aussi une variabilité inter-individu, évidemment. L'âge. Certains des HPV de haut risque, donc les 16, 18, 31, 33, etc., peuvent eux-mêmes échapper au système immunitaire. Donc l'infection persiste. La persistance donne le cancer, mais toutes les infections persistantes ne vont pas évoluer vers le cancer. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signe de dépistage, de surveillance qui permet de dire au moment des lésions précancéreuses, bon, celle-là, ça va, elle ne va pas évoluer. Et celle-là, c'est sûr, elle va évoluer. Donc, il faut tout prendre en compte, quelle que soit la lésion, quand on est dans le cas d'une infection persistante, qu'on a pu objectiver par des typages, par la recherche de virus dans les cellules. On prend en charge, on surveille, on dépiste et on traite. Alors, le cancer du col, on en avait parlé. Premier cancer de la femme dans le monde, mortalité, 35 000 cas de lésions par an en France. 12e cancer de la femme, 2e avant 45 ans, donc c'est jeune, hein, 45 ans. On s'est rendu compte dans les années 2000-2010 que le dépistage individuel, c'est-à-dire le dépistage qu'on fait, bonjour, on va prendre rendez-vous chez la gynéco, et voilà, ça touche que 60% des femmes. Ça veut dire que 40% ne sont pas dépistés. C'est énorme. Quand on a fait cette constatation, on s'est malgré tout rendu compte que les données montraient que il y avait quand même plus de 60% de consultations qui étaient réalisées. Ça veut dire que les 60% de femmes qui sont dépistées sont surdépistées, alors qu'il y a toujours les 40% qui ne sont pas dépistées. Et à partir de ces constatations, le législateur a pris des décisions pour essayer de démocratiser et de récupérer ces 40%, ce qui est énorme, et a mis en place le dépistage organisé du cancer du col utérin. On appelle ça DOCU. Ça a pris un petit peu de retard, c'était prévu pour 2018. Finalement, ça a été mis en place à peu près bien, enfin à peu près de façon générale, en 2020. Donc le DOCU dont le docteur Vény vous parlera tout à l'heure. Donc, dépistage du col. On commence par le col puisque c'est quand même l'organe le plus touché. Après, ce sera un peu sur le même modèle, donc on passera plus vite. Donc voilà, l'utérus, le col de l'utérus, vu de profil, vu de face, et vu en histologie. Donc cette zone-là, c'est cette zone-là. Donc on a l'exocole, parce qu'il est à l'extérieur de l'utérus, l'exocole. Et là, on a l'endocole, puisqu'on est à l'entrée de l'utérus. Et ça, c'est le corps utérin. Donc, exocole, endocole. Endocole qui est là, exocole qui est en bas. Comme je vous le disais, l'épithélium, donc ce qui tapisse cette cavité, que ce soit une cavité réelle ou virtuelle. Sur le versant exocervical, c'est un épithélium qui est pluristratifié, donc plusieurs couches de cellules. Et c'est la couche basale qui est attaquée par le virus. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait que le virus qui arrive par là, il va aller rentrer par là. Je ne sais pas, j'ai jamais compris. J'ai peut-être pas assez cherché, mais je ne sais toujours pas, je ne pourrais pas vous expliquer. Toujours est-il que c'est là que le virus s'installe. Et sur le versant endocole, on le voit plus ou moins, en tout cas, voilà, c'est juste cette couche-là qui est la couche épithéliale, c'est-à-dire la couche de protection, et c'est une seule couche de cellules, avec par-ci, par-là, des cellules basales pour permettre le renouvellement. Et là encore, c'est les cellules basales qui vont être touchées. Donc, autant vous dire qu'on est encore plus fragile quand il n'y a qu'une seule couche de cellules que quand il y en a plusieurs. Et le virus, c'est justement sur cette zone-là qu'il attaque, le versant exo, la jonction, donc le moment où l'exocole se transforme en endocole, et l'endocole. Donc, le dépistage des problèmes de col, et notamment le dépistage du virus HPV, ça se fait par frottis, grâce à ces petites brossettes, qui va aller frotter, parce que c'est un acte, le frottis, c'est un acte, c'est pas un examen par extension de langage. Pendant longtemps, on disait tiens, ça c'est un frottis. Non, en fait, le frottis, c'est un frottage de cellules. On récupère des cellules et uniquement des cellules et non pas du tissu en frottant le col de l'utérus. Vous voyez, la spatule est un peu pointue. On a aussi bien l'endocole que l'exocole. Et historiquement, à partir de cette brossette, on tartinait des lames et on avait le frottis, voilà, par étalement. Les choses ont évolué. Maintenant, on fait des frottis en phase liquide, c'est-à-dire que les cellules qui sont restées collées sur la brossette,
On les met dans un petit tube de liquide et on envoie tout le tube au labo. Et le labo, à partir du tube, il fabrique une lame, par cytocentrifugation, etc. Une lame avec ce spot-là qui est en fait l'équivalent de ces deux lames. Donc c'est intéressant. Pour la patiente, ça ne change rien. C'est toujours brossette, position gynécologique, et après on va au labo. Mais bon. Donc c'est deux possibilités. Quand on fait un frottis, alors c'est dommage, il n'y a pas de gynéco, il n'y a pas de généraliste, mais bon, pas de sage-femme peut-être. Pardon. Ah bah tiens, super. C'est mon mari. Et pas de gynéco. Mais bon, c'est toujours la même chose pour tout le monde. On remplit un bon. Bon, alors là, c'est le bon de mon labo, évidemment, j'avais que celui-là sous la main, hein, mais c'est toujours pareil. On met la date, c'est important de mettre la date. Ça évite que les choses, elles traînent longtemps dans un coin et se périment. On met le nom du patient, on met sa date de naissance, parce que les choses peuvent être différentes selon que la patiente elle a 25 ans ou elle en a 65. Voilà, tous les renseignements, mais on ne néglige pas, c'est important. On remplit bien ça, et voilà le petit flacon dans lequel on a cassé la brossette. C'est prévu pour, on fait le frottis, on coince la brossette sous le capuchon, la brossette elle-même, elle tombe au fond, on ferme, et à partir de ça, on peut tout faire. Maintenant, on est loin de ce frottis par étalement où on pouvait ne faire qu'une étude au microscope. À partir de ce flacon, maintenant, on peut tout faire. On a le bon d'envoi, le flacon, le bon d'envoi. On peut faire les lames cytologiques, donc c'est ce que je vous ai montré la diapo d'avant, qu'on va pouvoir regarder au microscope, et où on peut faire une recherche du virus grâce à des techniques, ce n'est que la technique, c'est de la biologie moléculaire, de la PCR, en transcriptase reverse, enfin bon, c'est tout un bin, c'est les machines qui font ça, et à la sortie, on a un résultat. Et c'est à ça que sert l'autre côté du bon. Alors j'imagine que pour tous les labos, c'est un peu la même chose, il faut bien lire. Donc on est dans le cadre du dépistage de cancer du col, et non plus dans le cadre du frottis cervical. Avant, les bons s'appelaient frottis cervical. Maintenant, on est dans le cadre du dépistage. Et donc, qui dit dépistage en 2022 dit soit par recherche du virus, soit par analyse cytologique au microscope, soit les deux, on peut cocher les deux. Le docteur Veni vous expliquera comment. On peut aussi faire juste une recherche du virus, sans qu'on nous demande quoi que ce soit à regarder les lames. Le même bon sert aussi à faire des biopsies, enfin, etc., etc. Et c'est très important aussi de remplir. Et même s'il n'y a pas les cases pour, on peut l'écrire sur un papier volant, les antécédents de la patiente, la date de ses dernières règles, bon, si on veut, ménopause, stérilée, etc. Et puis le vaccin, parce que le vaccin, il existe depuis 2007. Il y a quand même, même en France, quelques jeunes femmes, malheureusement, des jeunes femmes, qui sont vaccinées, et c'est important de le noter. C'est important, pas tant important pour le pathologiste, pour celui qui va lire les lames cytologiques, ou même pour la machine ou quoi, c'est important pour celui qui a mis en place le docu, c'est important pour le législateur, c'est important pour l'épidémiologie, c'est important pour savoir telle personne a été vaccinée, ça fait 10 ans, et bim, et pourtant elle est infectée, et pourtant le virus est là. Alors est-ce que c'est un virus qui ne fait pas partie du vaccin qu'elle a eu il y a 20 ans ou 10 ans? Voilà, donc c'est important de noter le statut vaccinal, quel vaccin, totalité des doses ou pas. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un exemple de résultat de recherche du virus lui-même dans le prélèvement, dans ce petit liquide. Donc c'est un exemple, donc PCR c'est la méthode, papillomavirus, on ne cherche que les hauts risques, parce qu'étant donné que les bas risques n'ont pas de potentiel oncogène, ils n'ont aucun intérêt de se disperser, d'aller chercher les virus qui ne sont pas oncogènes. Donc on cherche que les hauts risques, qui font partie d'une longue liste. Et là, en l'occurrence, voilà, on le teste, on cherche tout cela. Et dans tous ceux-là qui ont été cherchés, on a positif, au moins un de ces 5-là est positif, et au moins un de ces 4-là est positif. Voilà, donc conclusion, on a un HPV oncogène dans ce prélèvement. Voilà. À partir de ce même flacon, donc, on peut aussi, si on veut, si ça fait partie de la démarche de dépistage actuelle, on peut donc faire des cellules, faire des lames de cytologie qu'on va regarder au microscope. Et voilà ce qu'on voit. Comme c'est quand même mon métier, je vous le montre, c'est joli, c'est coloré, j'ai toujours trouvé ça très joli. Donc ça, c'est un frottis normal. Ça, c'est les cellules de surface. Je vous rappelle, on a frotté la surface du col. Ça, c'est les cellules normales de l'exocole. Là, c'est des cellules
qui ne sont pas normales. Ils ne sont pas normales, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, en quoi elles ne sont pas normales? Ce n'est pas exactement le même grossissement, mais on voit, alors le noyau, c'est ce qui est au milieu qui est sombre, et la cellule, c'est l'ensemble avec le cytoplasme ici qui est orange. Là, il est bleu. Sur ces cellules, on voit bien que le noyau est gros par rapport à l'ensemble de la cellule. On appelle une augmentation du rapport nucléocytoplasmique. C'est un premier signal d'alarme pour les anapathes. Donc ces cellules, elles ne sont pas normales, mais elles n'entrent pas dans les autres cases. Donc elles sont juste pas normales. Mais c'est quand même une alerte. Une alerte qui va nous faire écrire un résultat ASCUS, parce que c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire qu'il y a des anomalies de signification indéterminée, mais qui retiennent l'attention et qui engagent le gynéco à continuer une surveillance et une démarche de dépistage. Donc ça, c'est une des anomalies. Les autres anomalies, ça, c'est la lésion de bas grade. C'est ce qu'on appelle le condylome. Et ces cellules-là, voilà, rose ou bleu, avec un espèce de cercle blanc autour du noyau, c'est les coïlocytes. Cette espèce de poche blanche autour du noyau, c'est lié à l'accumulation des particules virales dans le cytoplasme qui repousse tout. Et c'est très caractéristique d'une infection par l'HPV. Ça, on le retrouve au niveau du col. Dès qu'on a cet aspect, c'est qu'il y a le virus HPV là-dedans. On peut même le retrouver au niveau des verrues de la main. Voilà, c'est assez particulier. Donc ça, c'est la lésion de bas grade. Bas grade. Après, on passe aux lésions de haut grade. Donc, on n'est plus du tout dans le genre les virions s'accumulent et ça fait une poche de virions. Non, on est dans des cellules où les noyaux sont énormes par rapport à la taille de la cellule globale et ils sont très noirs. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, mais c'est évident, quoi. Quand on voit une cellule comme ça, et qu'on vous dit là, c'est normal, eh bien, on se dit bien que là, du coup, c'est pas normal. Donc, voilà. Ça, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est aussi une lésion de haut grade, mais sur le versant glandulaire, donc le versant de l'endocole, où il n'y a qu'une seule couche de cellules, donc encore plus fragile. L'endocole peut aussi être infecté par l'HPV et donc peut aussi donner des cancers. Ce ne sera pas visuellement pas le même type de cancer que quand c'est des cellules de l'exocole, mais le résultat est le même au niveau de la prise en charge de la patiente. Donc, une fois qu'on a un test HPV avec mise en évidence d'un HPV de haut risque, et une cytologie, donc une étude au microscope où on trouve des cellules anormales, on fait quoi? Eh bien, moi, je ne fais plus rien. J'ai fini mon job, je suis l'anapathe. Le gynécologue va faire une colposcopie, c'est-à-dire qu'il va faire un gros plan sur le col pour voir ce qui se passe, si on peut voir quelque chose à l'œil nu. Si on ne peut pas trop voir à l'œil nu, on s'aide de colorants mis localement et on retrouve des anomalies. L'utilisation d'acide acétique ou de Lugol pour mettre en évidence des anomalies du col qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Je vous avoue qu'à mon avis, ce n'est pas le même col quand même, hein, parce que là, on l'aurait vu sans colorant. Et à partir de là, on fait des biopsies. Donc là, on n'est plus au stade où je frotte et je récupère que des cellules. On est au stade où je chope un morceau de tissu et je l'envoie en anapathe parce que l'étude seule des cellules ne suffit pas. On voit qu'il y a des cellules anormales, on sait qu'il y a le virus. Maintenant, il faut voir où ça en est. Puisque je vous dis que c'est une évolution lente entre des lésions de bas grade, des lésions de haut grade, voire un cancer. On voit bien qu'il y a quelque chose, on se doute bien qu'il y a quelque chose vu tous les éléments qu'on a, mais il faut voir exactement ce qu'il en est. Donc on fait une biopsie et on fait une étude histologique, et non plus cytologique, mais le résultat est le même, ça passe au microscope. Donc on retrouve notre col de tout à l'heure, exocole, endocole, zone de jonction. Les anomalies qu'on a vues sur les cellules, sur l'étude cytologique de frottis, on les retrouve sur l'étude histologique. Donc là, je n'ai pris comme exemple que le versant exocole. Donc là, l'exocole est normal. Là, il est anormal. Et on retrouve ces cellules avec une espèce de vacuole blanche autour des noyaux. C'était les coïlocytes. On les retrouve très bien en étude histologique, donc sur les tissus. Et puis après, ça commence à foirer un peu trop. Les noyaux deviennent plus gros, plus noirs. Et au lieu de concerner... là aussi, les noyaux sont plus gros et plus noirs. Mais ils sont vraiment en position basale. Les coïlocytes sont en haut. Et les noyaux un peu trop noirs, un peu trop gros sont en bas. Là, les noyaux un peu trop gros, un peu trop noirs, ils montent, c'est-à-dire que ça gagne de plus en plus d'épaisseur, et les coïlocytes ont disparu. On n'en est plus au stade où les virions s'accumulent, on en est au stade où la cellule s'est transformée, quoi. Et là, les cellules sont complètement transformées sur toute l'épaisseur épithéliale, les noyaux sont encore plus gros, encore plus noirs, jusqu'en haut. Donc ça, c'est la lésion de haut grade, donc bas grade, grade modéré et haut grade. Là, on est vraiment dans la lésion précancéreuse. Au-delà de ça, c'est le cancer invasif. Voilà. À partir de ces prélèvements tissulaires, on peut enfoncer le clou pour dire allez, c'est l'HPV, c'est sûr, c'est du haut grade et il faut faire quelque chose.
en essayant de mettre en mettant en évidence la protéine P16 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un marqueur indirect de l'implication du virus HPV. Donc on utilise une méthode particulière, et du fait que cet épithélium, qui normalement devrait en gros avoir cette couleur, devienne tout marron, ça veut dire que la protéine P16, elle est plein pot dans ces cellules et qu'on est dans un processus tout à fait évolué de lésion de haut grade. Voilà. Donc voilà. Alors on a parlé du col, on n'a pas tout dit, on l'a dit. On a aussi, sur le même modèle, le cancer, voilà, le cancer de l'anus. On n'a pas de dépistage organisé, mais on connaît les populations cibles, les médecins généralistes et surtout les gastros, enfin, les proctologues, savent très bien quelles sont leurs personnes cibles. Donc les immunodéprimés, et avec le VIH en tête, ceux qui ont des antécédents d'infection à HPV, des antécédents de cancer ORL HPV et des personnes qui ont des relations sexuelles anales. La personne cible à 100%, c'est les hommes ayant une sexualité anale avec plusieurs partenaires multiples et ayant le VIH. Le dépistage du cancer anal est exactement parallèle à celui du col. On fait un examen proctologique, on fait un frottis, donc on récupère des cellules, on fait un frottis anal en phase liquide qu'on met dans le même petit pot. À partir de ce même petit pot, on peut faire ou une étude cytologique au microscope ou un test HPV pour voir si le virus est présent ou pas. Si on a l'une ou l'autre de ces anomalies, le médecin va faire une anuscopie basée sur le même principe que la colposcopie pour aller voir l'anus, et guidé par les colorants de tout à l'heure, il va prélever un fragment. Ces cancers-là sont liés à plus de 80% à l'HPV. Donc ce n'est pas une paille non plus. Pour peu qu'on fume et qu'on boive en parallèle, on a la totale. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Ça touche les cancers HPV induits au niveau de l'oropharynx touchent des sujets plus jeunes que les cancers de l'oropharynx induits par le tabac. Les sujets sont plus jeunes, donc 40-45 ans, et en plus, le pronostic est meilleur dans le sens où il y a une meilleure sensibilité au traitement. D'une façon générale, dans le monde entier, les cancers ORL sont en diminution. Les cancers ORL au sens large sont en diminution dans le monde entier parce que les gens fument moins et boivent moins. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas dit d'enlever mon masque. Si, on t'a dit, mais tu n'avais pas l'air d'avoir envie. Non. Ouais, non. Excuse-vous. Elle a peur de frapper. Non, je suis désolée, je comptais l'enlever depuis le début. Bon, les cancers d'ORL en général sont en diminution, mais les cancers liés à l'HPV sont en nette augmentation. Très nette augmentation. Aux États-Unis, au Canada, ils ont fait des études, une augmentation de plus de 225% qui serait en rapport avec l'HPV. Donc là, c'est un problème de santé publique majeur chez eux. Chez nous, c'est moins flagrant, parce que comme les gens continuent à boire et à fumer, c'est difficile de faire la part des choses, surtout qu'on peut avoir tout en même temps. Mais bon, on a quand même 20 à 40% des cancers de ces localisations qui sont clairement liés à l'HPV en France. Donc je vous disais, quand c'est lié à l'HPV, il y a une meilleure sensibilité au traitement, donc un meilleur pronostic. Voilà, juste une petite diapo parce que je trouve que j'aime pas les courbes, mais alors celle-là, cancer de l'amygdale, donc tonsil, c'est cancer de l'amygdale aux États-Unis, c'est le CDC d'Atlanta, donc le centre de contrôle des maladies, avec le temps, donc dans les années 70 à 2006. En noir, c'est les cancers de l'amygdale liés à l'HPV. En rouge, c'est les cancers de l'amygdale non liés à l'HPV. Donc en gros, c'est le tabac et l'alcool. Voilà l'ascension majeure des courbes liées à l'HPV. Alors je me demandais, je n'ai pas la réponse, je ne fais que supputer, je me demandais là ce qui a fait qu'il y a une inversion des courbes, mis à part la baisse du tabac. Voilà. Alors évidemment, il y a le sexe oral qui a progressé. Est-ce que cette progression est en rapport avec l'épidémie de sida qui a apparu à peu près à cette époque? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que les courbes sont là, et c'est aux États-Unis. Voilà, donc pour rappel, juste l'oropharynx, la base de langue est là, et les amygdales sont là aussi. En image, voilà. Ça, c'est une gorge normale avec les amygdales de part et d'autre. Ça doit être un enfant, enfin un jeune quand même, parce que les amygdales sont bien gonflées. Diapo suivante, voilà, ça c'est pas un jeune. Ça c'est l'amygdale normale, une vieille amygdale qui a vécu.
Et ça, c'est l'amygdale anormale, l'amygdale pathologique. Voilà. Et c'est à partir de là que peut se développer un cancer une fois que l'HPV s'est mis dessus. Le problème de ces lésions oropharynx, c'est qu'on n'a pas de dépistage spécifique. Il y a un dépistage des cancers ORL au sens large. Ce n'est pas particulier à l'HPV ou à pas l'HPV. Il n'y a pas de condocyte comme on peut voir au niveau du col ou au niveau de l'anus. Mais il y a une surveillance, bien sûr, qui va s'appliquer pour les personnes à risque, donc ceux qui tabagisme, alcoolisme, antécédents de pathologie liées à l'HPV, ou qu'elle soit au niveau de la sphère génitale ou un antécédent déjà ORL de cette localisation, c'est une personne à risque. Et la seule façon de prouver que l'HPV est impliqué, ce n'est pas forcément la mise en évidence du virus, parce que le virus peut être là sans pour autant avoir déclenché les anomalies. Par contre, la mise en évidence de P16, avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cet épithélium qui devient marron selon la technique qu'on utilise, la mise en évidence de la protéine P16 au sein des épithéliums prouve que c'est de l'HPV. Donc on va se servir aussi de ça pour dire aux ORL, tu as un cancer lié à l'HPV, tu as un cancer qui n'est pas lié à l'HPV, et donc en fonction, il modifiera peut-être un petit peu son traitement. Donc, le col, et en fait, la prévention du cancer du col, étant donné l'évolution des pratiques sexuelles, va forcément influer sur l'évolution des cancers des autres régions du moment que c'est lié à l'HPV. Donc le dépistage, le DOCU, dépistage organisé des cancers du col utérin. Avant 2020, on est 90% ici, on doit s'en souvenir, avant 2020, on allait chez le gynéco, on faisait un frottis, et si le frottis avait été fait en phase liquide, on pouvait derrière chercher le virus. S'il n'était pas fait en phase liquide, s'il était tartiné sur des lames, il fallait retourner chez le gynéco ou ailleurs pour refaire un prélèvement pour chercher le virus. Ça, c'était avant 2020. Le frottis, plus ou moins le test derrière. À partir du moment où on s'est dit qu'en fait, ce qui était important, ce n'était pas la tête des cellules, mais c'était la présence du virus, il est apparu beaucoup plus intelligent à tout le monde de chercher d'abord le virus, et en fonction de la présence du virus, voir s'il y avait déjà des répercussions sur les cellules. C'est pour ça que depuis 2020, avec l'instauration de ce DOCU, donc dépistage organisé, on fait les choses à l'envers. D'abord, on cherche s'il y a du virus. S'il n'y en a pas, ça s'arrête là, à partir de 30 ans. Vous saurez mieux ça tout à l'heure. S'il n'y a pas de virus, ça s'arrête là. On fait juste recherche de virus dans le liquide. Si le virus est présent, on va voir de près la tête des cellules avec un examen microscopique. S'il y a une conjonction des deux, on déclenche le plan de surveillance. Voilà. Et le but de ça, c'est de se débarrasser du cancer du col comme problème de santé publique. Et si on arrive à, je ne dirais pas éradiquer parce qu'il ne faut pas rêver, mais à diminuer l'incidence, la présence du virus HPV dans la population générale, de facto, les autres cancers liés à l'HPV vont diminuer. Il existe un vaccin qui repose sur la protéine L1. La protéine L1, c'est une des protéines de la capside qui entoure le génome du virus. Donc c'est à partir de cette protéine qu'ils ont fabriqué le vaccin. Et l'existence de vaccins thérapeutiques est encore en cours d'étude. On en parle, mais voilà, on n'en parle pas en fait, pas encore. Voilà, donc pour finir, l'omniprésence du virus HPV, l'omniprésence du virus HPV dans les décès pour cancer chez la femme dans le monde et en France. Rien qu'en France, environ 40 000 lésions liées à l'HPV, donc toutes localisations confondues. Rien que le col, 1000 décès par an. Nouvelle façon de dépister, le DOCU, donc dépistage organisé du cancer du col. Et j'ai mis penser aux co-infections. Quand on a une patiente qui a au niveau du col le virus HPV, c'est un peu trop bête de ne pas aller jeter un coup d'œil juste à côté, au niveau vulvaire, au niveau anal, parce que des cancers du col des cancers de l'anus autour de 40 ans, on en a. Et des mauvaises surprises, quand on a des biopsies, on les a, et quand on regarde les antécédents, on se rend compte qu'en fait, les patients, elles avaient un HPV connu depuis quelques temps. Donc, pensez aux infections de voisinage. Et le voisinage dans les pratiques sexuelles, ça peut être loin aussi. Donc, voilà. Et voilà, donc tout ça, toujours 1000 personnes qui meurent par an du cancer du col, 40 000 lésions, et pourtant, il existe un vaccin. Et le docteur Vény va vous parler plus en détail du vaccin et de son implication. Voilà, je vous remercie. Passe-moi ton petit... Pardon, c'est sur le bouton rouge.
Je suppose qu'on fait les questions après. Voilà, donc grâce à Brigitte, on a compris les cellules, parce que vous avez vu, on a un peu inversé la séquence, que moi je suis gynécologue, donc je fais le dépistage, et le dépistage qui est fait, je vais l'envoyer au médecin anatomopathologiste qui regarde les cellules. Donc on a fait un petit peu l'inverse, d'abord c'était les cellules, mais pour regrouper dans les pratiques cliniques. Donc ça va un peu, il va y avoir des redites, mais c'est pas plus mal parce que c'est quand même pas évident de bien classer tout ça et de savoir comment on va interpréter. Alors, je vais vous reparler donc de ce dépistage. Déjà, d'une part, on évite maintenant de parler de frottis du col de l'utérus. On dit dépistage du cancer du col de l'utérus. Et on dit aux patientes, je vais vous faire un dépistage du cancer du col de l'utérus parce que le frottis, en fait, ça n'évoque pas toujours quelque chose. On peut faire très bien un prélèvement vaginal, donc effectivement, on a frotté quelque chose au niveau du vagin, et les patientes pensent qu'on a fait un frottis cervico-vaginal, qu'on a fait le frottis de dépistage. Ou alors les patientes ont un frottis normal, et on leur trouve un fibrome, et elles n'arrivent pas à articuler tout ça. Donc, il faut être très clair en consultation, je vais vous faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, ce virus dont vous a parlé Brigitte, ce virus, pratiquement toutes les patientes vont être infectées, et quel que soit leur âge, surtout les patientes jeunes, et ça va avoir une incidence sur si on va le demander ou non. Elles vont pratiquement être toutes infectées. Par contre, le col est strictement normal, où il y a quelques anomalies cytologiques passagères, et dans 80% des cas, elles vont l'éliminer. Donc surtout, on ne va pas rechercher que le virus, et on ne va pas traiter le virus. Ce n'est pas parce qu'on a le virus, c'est comme le Covid, on a un peu mieux compris l'HPV et les patientes arrivent à mieux comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est Covid positif qu'on va finir en réanimation. Donc nous, pour le col de l'utérus, on ne veut pas détecter uniquement le virus. Ce qu'on va absolument détecter, c'est la persistance du virus. Est-ce que la patiente n'est pas arrivée à l'éliminer? Est-ce qu'il persiste? Et s'il persiste, il va donner des lésions. Alors, les lésions, maintenant on a regroupé plutôt en lésions de bas grade, donc qui ne sont pas très importantes, et les lésions de haut grade. Alors dans certains pays, ces lésions de bas grade, comme elles s'éliminent elles aussi dans 70% des cas, les patientes retournent au dépistage classique. Ils n'en tiennent même pas compte. Bon, nous on en tient compte en France. Il faut savoir qu'on ne passe pas forcément, comme vous a montré Brigitte, d'une lésion de bas grade à une lésion de haut grade. On a une lésion de bas grade et elle peut s'éliminer. Donc celle-là, on ne veut pas non plus les détecter. Parce qu'à partir du moment où on détecte quelque chose, il va y avoir une inquiétude et peut-être on va être tenté, ou si on n'est pas assez au courant de ce qu'il faut faire, on va faire des biopsies, des conisations. Après, les patientes ne pourront plus être surveillées, ou alors il y aura un problème pour la fertilité ou pour les accouchements. Donc faire attention, le col, il faut quand même bien préserver le col des patientes, parce que derrière, ce sont des patientes jeunes, donc elles ont une fertilité assurée. Donc ces lésions de bas grade, c'est pareil. On n'a pas spécialement envie de les détecter. Par contre, celle-là, et ça c'est la persistance, comme on l'a vu, ça peut durer pendant 5, 10 ou 13 ans, c'est ces lésions-là qu'il ne faut pas louper, parce qu'elles induisent le cancer du col de l'utérus. Donc ce n'est pas une progression dans ce sens-là. On se demande même si des lésions de bas grade, une patiente à qui on trouve des lésions de bas grade, et quelques années après on trouve une lésion de haut grade, on se demande si ce n'est pas une erreur de la colposcopie, de la biopsie. Il ne faut pas oublier que la colposcopie, elle est faite par les médecins, on regarde un col au microscope, avec des colorants, comme vous l'a montré Brigitte, et c'est là où on a l'impression que la coloration est anormale, là où on va faire la biopsie. Donc il y a quand même la limitation du facteur humain. Donc vous voyez que le cancer du col de l'utérus se prête très bien au dépistage parce qu'il est fréquent, comme on l'a dit, parce qu'il est grave, et surtout, c'est cette évolution très très lente, comme je vous disais en introduction, on ne trouve pas ça pour d'autres cancers, on ne le trouve pas pour le sein, on ne le trouve pas pour la prostate. Donc il faut profiter de cette période de latence et de dépistage pour trouver les lésions, surtout les lésions persistantes, et rassurer les patientes qui ont uniquement un frottis HPV positif, quel que soit leur âge, et qui ont un col normal et qui vont éliminer leur virus. Alors, les modalités du dépistage, elles ont un petit peu changé. Elles sont donc dépistage du cancer du col de l'utérus. On le fait pour les patientes de 25 à 65 ans.
Ce n'est pas arbitraire, on a choisi ces âges-là avant 25 ans. Et quel que soit le démarrage de la sexualité, on ne fait pas de dépistage du cancer du col de l'utérus. Tout simplement parce qu'on va trouver de l'HPV à tout le monde. Et si on trouve de l'HPV à une patiente de 20 ans, eh ben, il y a bien quelqu'un qui peut-être aura l'idée de faire une colposcopie, de faire des biopsies et de continuer dans ce sens. Donc, pas de frottis avant 25 ans et pas de frottis après 65 ans. Là, après 65 ans, même si la sexualité continue, évidemment, mais l'interprétation est beaucoup plus compliquée. Il y a une sécheresse, le frottis est beaucoup moins interprétable. Donc, ça s'arrête là. Le premier frottis, c'est pas, on ne dépiste pas le virus, on va faire un frottis des cellules, on va faire un dépistage des cellules à 25 ans. Ce dépistage des cellules, on ne demande pas de test HPV parce qu'il serait beaucoup trop fréquent, beaucoup trop élevé, positif. Il est contrôlé 1 an plus tard. Le fait d'être contrôlé 1 an plus tard ne repose pas sur des études. C'est simplement pour se conforter, parce que l'étude cytologique, elle est quand même subjective, même si la cytologie nous a permis de diminuer par moitié les cancers dans la population des pays à haut niveau. Mais contrôler 1 an plus tard, c'est juste pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé quand on a fait le frottis à 25 ans. Mais ça ne repose sur rien du tout. Pour ces personnes, on les verra pour ces patientes, il est contrôlé 3 ans après, donc 25 ans, 26 ans, 29 ans. Uniquement les cellules. Ne demandez pas de test HPV, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, sur le bon d'anatomopathologie qu'elle vous a montré, on coche col et on coche soit les cytologies, soit le virus. Après 30 ans, donc après vous différenciez bien, vous mettez les deux tableaux de 25 à 30 ans et de 30 à 65 ans. Ce n'est pas la même façon de dépister. À partir de 30 ans, on ne demande pas tout de suite l'étude des cellules, on demande un test HPV et tous les 5 ans, parce que c'est inutile de le demander tous les ans, tous les 2 ans, étant donné qu'en 5 ans, la patiente peut très bien faire une infection de bas grade, mais elle va l'éliminer, et ça, on n'en a pas besoin. Et si elle fait une infection de haut grade, eh ben, elle a eu donc les 5 années, puisque vous savez que c'est une évolution lente, on va trouver l'infection de haut grade, et c'est ce qu'on veut, et là, on va faire un bon dépistage du cancer du col de l'utérus. Arrêt à 65 ans, et comme vous a expliqué Brigitte, dans le petit flacon en phase liquide, on ne fait pas d'étalement sur l'âme. Donc, le maintien, les nouvelles recommandations pour le docu maintien du dépistage pour les femmes de 25 à 30 ans, dépistage de cytologie, premier test de cytologie à 25 ans, 1 an plus tard et tous les 3 ans. Utilisation donc en phase liquide et ces résultats sont pris en charge par l'assurance maladie donc pour les anomalies. La diapositive suivante. Donc, on va réserver le test HPV et pas l'étude des cellules pour les femmes entre 30 et 65 ans. Alors là, c'est pareil, ça repose sur des études, mais vraiment des analyses extrêmement importantes qu'on appelle des méta-analyses. Et c'est parmi, vous savez que parmi les résultats des études, il y a des niveaux de preuve, A, B, C, si la preuve est vraiment très importante. Et là, c'est un niveau de preuve A, et on ne l'a pas vraiment dans tous les dépistages, dans toutes les catégories. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'à 30 ans, si le test de dépistage de l'HPV négatif, vous pouvez rassurer pleinement la patiente et lui dire « ne revenez pas faire votre dépistage du cancer de l'utérus avant 5 ans ». Ça n'empêche pas de faire un examen au spéculum, de faire un examen gynécologique, un toucher vaginal, etc. On ne parle pas de la même chose, mais ce n'est pas la peine de refaire ça. Parce qu'en 5 ans, évidemment, alors elle va vous dire, et si je m'infecte, je vais rencontrer un autre partenaire, ben, vous vous infectez, mais vous avez tout à fait la possibilité d'éliminer le virus ou de faire une infection de bas grade et de l'éliminer aussi. Et quand vous reviendrez dans 5 ans, si vraiment votre infection HPV est persistante, là, on trouvera une infection de haut grade et on dépistera grâce à la colposcopie et aux biopsies. Donc, c'est ce qui a été allongé. Alors, c'est extrêmement difficile comme message à faire passer. Parce que la patiente, elle va chez le gynécologue tous les 6 mois ou tous les ans. Si vous ne faites pas de frottis, de dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est comme si vous ne l'aviez pas examiné. C'est extrêmement difficile, les patientes sont inquiètes, anxieuses, et elles multiplient les consultations jusqu'à trouver quelqu'un qui va faire le dépistage avant ces 5 ans. Donc il faut informer
éduquer les professionnels de santé et nos patientes. Voilà, donc l'infection, comme je vous disais, avant 30 ans, donc l'infection HPV est trop importante. Donc, dernière recommandation, 30-65 ans, j'insiste beaucoup, mais parce que avant d'arriver à bien se mettre ce réflexe en tête, c'est vraiment pas évident, hein, faut le savoir. Dépistage virologique tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Le premier test virologique, donc après le dernier test cytologique, puisqu'à 25 ans, elle est venue. 1 an après, on lui a fait le dépistage des cellules. 3 ans après, on lui refait un dépistage des cellules à 29 ans. Et comme elle arrive à la phase des 30 ans, on lui fait son premier test HPV. L'avantage aussi, comme vous a expliqué le docteur Vaunois, si ce test HPV est positif, ça va pouvoir déclencher, sans qu'on fasse revenir la patiente, l'étude des cellules. Donc la cytologie, ce qu'ils appellent une cytologie de triage. Et à partir de là, en fonction du résultat des anomalies des cellules, comme elle nous a montré, ASCUS ou bas grade ou haut grade, on va proposer à la patiente de regarder son col au microscope avec des colorants et de faire éventuellement, mais on n'est pas obligé, si on trouve que le col est normal, des biopsies, si l'anomalie est anormale et surtout si elle est plus importante que l'ASCUS, parce que l'ASCUS, c'est une anomalie très, très indéterminée. Comme je vous disais, il faut être économe des cols des patientes pour leur fertilité, mais aussi pour leur surveillance. Parce que sinon, on ne peut plus surveiller personne. Une femme qu'on ne surveille pas à 30 ans, après 30 ans, ça va être terrible. Donc, si la cytologie est normale, on refera un test virologique 1 an plus tard, mais là, on ne demandera pas de cytologie. Alors, les tableaux, ce genre d'arbres, il faut les avoir. Donc, je vous les sépare en deux pour les 25-30 ans et pour les 30-65 ans. Parce qu'il suffit d'avoir, en fait, une fois qu'on a bien compris le mécanisme, il suffit d'avoir cette plaquette au cabinet de consultation. On n'est pas obligé de tout savoir par cœur. Mais au moins, on le sait. Donc, le test de dépistage, on est à 25-30 ans, on n'a pas demandé de virus, il est cytologique. Les 2 tests à 1 an d'intervalle, un test 1 an plus tard. Si c'est une lésion ASCUS ou, bon, on n'a pas beaucoup parlé des cancers glandulaires, mais c'est bon, c'est une forme un petit peu particulière, on fait un test HPV. S'il est négatif, on repart dans le dépistage. S'il est positif, là, on peut proposer une colposcopie. Si c'est une lésion de haut grade, ce n'est pas la peine de demander un test HPV, on fait directement une colposcopie et des biopsies. Donc, ce test, il est extrêmement important. Il a donc une valeur prédictive négative élevée. S'il est négatif, il est vraiment négatif. Donc, rassurez les patientes. Et inversement, celles à qui on a demandé par erreur, par hasard, avant 30 ans, un test HPV qu'il est positif, vous pouvez les rassurer aussi, leur dire que comme elles sont jeunes, elles vont éliminer le virus. Mais ça, c'est beaucoup plus dur à faire passer comme message. L'autre partie du tableau, entre 30 et 65 ans, ça, c'est le dépistage du virus HPV. S'il est négatif, là, il faut bien expliquer à vos patientes, les rassurer et leur dire qu'on ne les reverra pour faire ce genre d'examen de dépistage du virus que dans 5 ans. S'il est positif, là, le laboratoire d'anatomopathologie va nous étudier les cellules. S'il n'y a pas d'anomalie, on va refaire un test HPV dans 1 an parce que peut-être on s'est trompé dans notre colposcopie. C'est uniquement pour ça. Mais dans certains pays, ils ne font pas 1 an après. Et si l'anomalie est plus importante que cette anomalie indéterminée ASCUS, colposcopie avec éventuellement biopsie. Et c'est là qu'on intervient et il faut vraiment faire très attention à la qualité de notre colposcopie et de nos biopsies. Il y a maintenant, c'est aux États-Unis et ça commence à venir en France, des microscopes qui analysent tout. On met les colorants, on met le microscope et ils analysent toute la cartographie pour nous et ils nous font des pointillés là où il faut faire les biopsies. C'est tellement subjectif, c'est-à-dire que ça varie d'un opérateur à l'autre. Les grosses anomalies, en principe, on ne les loupe pas, mais ça reste quelque chose, colposcopie, biopsie, qui est un examen qui n'est pas évident. Et qui en plus est parfois un peu douloureux, des patientes qui ne supportent pas, qui s'évanouissent. Enfin, on a quand même
quand même de tout. Donc ça, c'est le tableau qui résume donc les deux parties. Alors surtout, ne mettez pas ce tableau-là coupé. Il faut que vous le coupiez en deux. Si vous mettez ça au cabinet de consultation, on risque de vite s'y perdre, mais différenciez bien les patientes entre 25 et 30 ans et 30 et 65 ans. Donc ça, c'est exactement ce que je vous avais dit. Ce tableau, ne le regardez pas, c'était juste pour vous expliquer, une fois qu'on a fait le traitement à la patiente, colposcopie, biopsie qui montre une anomalie de haut grade, premier traitement, une conisation. Et le résultat de la conisation, qu'elle soit faite au bistouri électrique ou au laser, peut revenir avec des marges de l'endocole ou de l'exocole atteintes, donc qui ne passent pas en marge saine. On ne fait rien de plus. Il y a des patientes qui courent, tous les gynécologues, tous les chirurgiens, pour qu'on leur refasse quelque chose sur le col. On ne fait rien de plus, on fait une surveillance. Il n'y a pas de pathologie particulière. Les patientes qui ont une hystérectomie, alors qu'elles avaient un frottis avec un problème au niveau du col ou de l'HPV, il faut, après hystérectomie, alors qu'on a enlevé le col, continuer à faire des frottis du vagin, parce qu'il peut y avoir des lésions vaginales induites. Par contre, ne le faites pas. C'est inutile de le faire aux patientes qui ont une hystérectomie pour fibrome, puisqu'elles n'avaient pas de virus. Ce n'est pas la peine d'aller leur faire des frottis. Donc ça, c'est pour les lésions qui ont été traitées. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours des patientes qui ont, par exemple, des lésions de bas grade qui traînent. Alors, on les recontrôle et c'est toujours une lésion de bas grade, HPV positif, qui ne se transforme pas en lésion de haut grade, mais qu'elle n'élimine pas non plus. Alors ça, à un moment, on craque, on fait une conisation. Si elles n'ont pas 30, 32 ans, quand elles ont fait le nombre de grossesses qu'elles veulent, etc. On a aussi, il y a des cas particuliers, au cas par cas, mais ça demeure des consultations qui sont extrêmement difficiles, parce qu'on a des patientes qui sont angoissées, pour peu qu'elles aient lu, et si elles lisent ce genre de schéma, c'est absolument incompréhensible. Et dès que vous vous mettez sur Internet, vous tapez HPV ou lésion de haut de bas grade, ça arrive au cancer et à la mort. Donc les consultations sont très longues, il faut les rassurer, mais il faut aussi leur parler de tous les modes de contamination, leur dire qu'il n'y a pas que le col. Alors bon, on les rassure et puis en même temps, on les met en garde. Il faut passer du temps. On peut être aidé par la société de colposcopie qui a édité des petits recueils pour les patientes et pour les professionnels de santé. Parce que pendant la consultation, elles ne retiennent pas tout. Donc, c'est bien d'avoir un suivi, enfin d'avoir quelque chose d'écrit à la maison. Le suivi post-thérapeutique, comment faire le suivi des patientes qu'on a traitées. Donc, c'est le frottis de dépistage ou, en fonction de l'âge, si on les a traitées, le test HPV. Bon, ça, c'est la surveillance des lésions de bas grade, comme je vous disais, qui traînent, dont personne ne se débarrasse. Enfin, les patients n'arrivent pas à s'en débarrasser. Diapositive suivante. Alors, pour éviter tout ça, eh bien, comme on en a parlé, il y a la vaccination. La vaccination qui va empêcher surtout le cancer du col de l'utérus, mais ces pathologies bénignes, pour les hommes comme pour les femmes. Attention, bien sûr, ça ne va pas tout empêcher. Parce que le virus, il y a plusieurs souches, vous voyez, il y en a énormément. Et dans les vaccins que l'on a, au départ, c'était pour les souches les plus virulentes pour 2, après pour 4, maintenant c'est pour 9. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir et des lésions bénignes pour une patiente vaccinée, et même des lésions plus importantes, et d'avoir un cancer du col de l'utérus. Après, l'immunité personnelle intervient aussi, la génétique, enfin, il y a d'autres choses. Mais on est obligé quand même de prévenir, ce n'est pas quelque chose à 100%. Il faut rappeler aussi que ces jeunes filles qui sont vaccinées maintenant de plus en plus tôt, il ne faut pas enlever le préservatif, parce qu'il y a aussi les autres maladies sexuellement transmissibles. Enfin, il y a toute une éducation et tout un discours à faire pour les jeunes filles et les parents, souvent, qui les accompagnent pour la vaccination. Alors, ouais, il y a ça c'est Brigitte qui m'a prêté ces diapositives, alors voilà, on connaît
Alors, ce virus, donc, il va mimer les particules de la capside, il va empêcher le virus de pénétrer dans la cellule, comme elle vous a montré que le virus pénétrait dans la cellule, grâce à un taux d'anticorps extrêmement important, beaucoup plus important que l'immunité naturelle. Donc, il va prévenir, comme on disait, les lésions. Essentiellement, il marche beaucoup pour les lésions du col, vulve, vagin et les condylomes. Parce que tous ces condylomes qu'on appelle crête de coq, ces verrues bénignes, c'est parfois extrêmement embêtant. Donc, maintenant, on a trois vaccins possibles. Le plus récent étant celui pour 9 HPV. Diapositive suivante. Alors, la vaccination, eh ben, dans certains pays, elle est très très bien. En France, elle est complètement ratée, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, contrairement à d'autres pays, puisque vous allez voir, nous, on doit être à 38%, 43%, quand le Portugal est à 87%, d'autres pays beaucoup plus. Évidemment, ce qui a fait le plus grand tort, ça a été ces quelques cas sur 1 ou 2 syndromes de Guillain-Barré ou de CEP pour 100 000 personnes vaccinées. Donc, on n'a pas trop les habitudes du vaccin en France. Les patientes n'ont pas l'habitude et comme il y a une réciprocité, ben, les médecins non plus n'en parlent pas. Et même les patientes qu'on a traitées d'un cancer du col de l'utérus et qui ont des enfants, ben, c'est pas forcément vont proposer et nous disent de vacciner leurs enfants. Oui. Alors voilà, la vaccination et le fait qu'il va essayer d'empêcher donc que le virus se pénètre dans la cellule, comme on l'a vu tout à l'heure. Diapositive suivante. Donc vous voyez, on est très bas. 33%, les États-Unis 42%, l'Australie 78%. Alors c'est une diapositive récente parce que j'ai reçu le mail, comme c'est la semaine de la vaccination, par la caisse primaire qui nous a envoyé ça, pour nous sensibiliser, tous les professionnels de santé, c'était très bien. La Suède, 80%, le Portugal, 87%. Bon, est-ce que c'est récupérable? Ça va pas être facile. Diapositive suivante, parce qu'il est quand même là depuis quelque temps. Donc, le schéma vaccinal, pour le Gardasil 9, il s'appelle Gardasil 9, c'est-à-dire pour 9 souches. 11 à 14 ans, 2 injections espacées de 6 à 13 mois. On peut rattraper, ça s'appelle une vaccination de rattrapage, il y aura 3 injections, ça aussi, bon, vous trouverez ça facilement. Et puis, il y a une petite particularité, donc maintenant, donc, comme je vous disais, on vaccine les femmes et les hommes. Et pour les hommes, alors on n'a toujours pas compris pourquoi, qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais aussi avec des femmes, eux, ils peuvent se rattraper jusqu'à 26 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc écoutez, tant mieux. C'est un vaccin donc, qui est remboursé par l'assurance maladie, sur prescription médicale. Ça peut être votre médecin généraliste, le pédiatre, le gynécologue qui vaccine. Bon, remboursé à 65%. Diapositive suivante, je crois que c'est fini. Voilà. Place à vos questions. C'est à toi. Merci. Ben voilà, c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Ben oui, c'est que c'est clair. Hein. Est-ce que pour le rattrapage pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ça a un rapport peut-être avec ceux qui font leur communauté peut-être un peu plus tard, qui sont dans une période d'adolescence, peut-être d'instabilité? Parce qu'ils ne disent pas que des hommes avec des hommes, ils disent les hommes qui ont des relations avec les hommes et avec des jeunes filles. Parce que l'immunité de la jeune fille va pas, enfin la vaccination de la jeune fille ne va pas protéger les hommes. Parce que la jeune fille peut être porteuse du virus. Bon, voilà. Donc, Mais depuis 2019, même les garçons peuvent être vaccinés. Donc coming out ou pas coming out. Dans certains pays, la vaccination est obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes filles à partir de 11 ans. ouais. Au collège. Au collège, oui. Au collège. Ah oui, là, il faut commencer en 5e, là.
même 6e. On part. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est évident. Ouais. Mm. Prendre des risques. Ouais. Ben, normalement, avant le premier rapport sexuel, c'est pas la peine, sauf s'il y a des douleurs de règles, des règles anormales, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de. Après, bon, à 25 ans, il faut démarrer. Mais déjà, l'éducation sexuelle au collège ou au lycée, c'est pas trop dit. La vaccination, c'est très tabou. Je pense qu'il y a des parents peut-être qui seraient pas contents qu'on parle ou qu'on influence entre guillemets leurs enfants. Et puis aussi, il y a certaines mamans, certains parents qui pensent que si on fait la vaccination à leurs enfants, c'est le permis d'avoir des relations sexuelles. Donc elles sont très inquiètes qu'on les vaccine à 14 ans ou à 11 ans ou pire à 9 ans dans certains pays. Il y a un amalgame quand même dans la tête des enfants. Et oui. Et il y a un problème qui apparaît, c'est que l'enfant, pour être vacciné comme il est mineur, absolument, Qui est un parent les parents qui l'amène. qui l'accompagnent qui le fassent vacciner. Il ne peut pas par lui-même, même s'il a 13, 14, 15 ans, aller voir un médecin et dire je peux être vacciné sans autorisation parentale, ça va pas être pas possible. Même au planning familial je ne sais pas du tout. Il faut voir avec la CPM. Ils peuvent se faire vacciner en étant mineur ou pas du tout. Oui. Oui, donc jusqu'à 18 ans, il faut l'accord parental pour avoir la vaccination obligatoirement. Donc, on a un gros problème parce qu'en fonction des ethnies et de la Bien carte sûr. de la sexualité, C'est ça. certaines ethnies, on n'arrivera jamais Non. à faire vacciner les jeunes populations. Comme il y a une frange de la population qu'on n'arrivera jamais à dépister. Impossible. Il y a certains endroits, certains quartiers, ça ne passe pas. Surtout que c'est une démarche quand même d'aller faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce qu'il faudrait, c'est l'auto-dépistage. Mais là, on disait qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est prévu aussi. Ça fait partie des possibilités avec la mise en place des nouvelles façons de dépistage, le docu. L'auto-prélèvement fait partie des possibilités. Voilà. C'est un peu moins invasif que d'aller chez le gynéco, Voilà, le c'est pas la même spéculum. Mais en même temps, il faut que ce soit bien fait. Donc, Et il faut oui. qu'à un moment donné, on explique quand même qu'un professionnel donne 2-3 indications, quoi. Ouais. Ah non, on parlait de plus grand, après 25 ans. Hein. Oui. Ah oui, On oui, parle le dépistage. du Non, on dépistage, avait pas du changé vaccin, pas du On vaccin. parlait du dépistage, on parle de la vaccination. Je repensais qu'il y a une population qu'on ne pourra jamais dépister. Et c'est là qu'on a des cancers du col de l'utérus extrêmement invasifs et avec des traitements lourds. Ouais. Même les campagnes, à la radio, à la télé, la mammographie, c'est invasif, mais moins que le col de l'utérus, oui, que ce dépistage-là. Est-ce qu'on a une rupture chez les femmes après les grossesses? En général, avant les grossesses, elles se poursuivent, pendant aussi. Et une fois qu'elles ont terminé le cycle de grossesse, en fin de compte, il y a un décrochage au niveau du gynécologique. On n'a pas ça non plus. Non, enfin, je sais pas spécialement, mais j'ai pas l'impression. Non. Non, parce qu'elles viennent au moins pour une prescription de pilule ou pour une contraception pour pas avoir d'autres enfants ou pour essayer d'avoir un autre enfant, mais c'est plus compliqué parce qu'elles ont pris de l'âge. Non, j'ai l'impression que celles-là, on arrive à les capter. C'est certains quartiers, certaines personnes qui viennent pas du tout, hein, qui ne viendront jamais. Et d'autres qui se font faire des frottis tous les 6 mois.
Ouais. Mais il faut peut-être pas attendre. Faut peut-être pas attendre que les parents en parlent. C'est là. Non, non, ça je veux bien le croire, hein. Mais c'est pas un vaccin obligatoire, mais il faut en parler, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ça, oui, ils retiennent bien. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, Ah mais oui. 1000 morts par an, ils peuvent retenir aussi. Ouais, ah oui. Ah. Ah. T'as une idée? J'en ai aucune idée. Je ne savais même pas qu'on pouvait détecter d'autres IST par simple prise de sang. Dans ma tête, pour moi, le virus est tellement attaché À la cellule. à ces cellules-là Mais bon, peut-être si on arrive à mettre en évidence une protéine X ou Y qui circule, qu'on n'a pas encore trouvé, oui, pourquoi pas. Mais là actuellement, j'ai du mal à l'imaginer. Oui, 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 il ne faut pas qu'il y ait eu plus de 2 ans de rapport sexuel. Mm. Oui, 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 parce qu'il est beaucoup moins efficace. Oui, voilà, oui, oui, c'est du fait de, voilà, du fait de l'efficacité. Oui, avec les schémas à 3 vaccins. Ah non, s'il y a eu non, 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 ça ne sera pas efficace, non. Bah, il y a ouais, mais il y a de tout, hein, et ouais, il y a de tout. Ouais. Ah bah oui. Ah oui, ah oui, oui, il faut être très clair. Il faut appeler un chat un chat. C'est comme le virus, hein, bouche, vagin, anus. Faut être. Sinon, on n'est pas clair. Alors là, les patientes, on ne saura rien. Hein. Oui, oui, ça, il faut absolument le dire. Faut poser les questions simplement, et puis elles répondent très simplement si on pose la question. Claire. 2 ans. Oui, de rapport sexuel. Après, on compte pas les partenaires. Oui. Mais par contre, c'est pas parce qu'elles auront une sexualité précoce avec plusieurs partenaires qu'on va faire un dépistage du cancer du col de l'utérus avant 25 ans. Ouais. Ça. Après, bon, il y a le cas par cas. Hein. Il y a quand même, on peut aussi, en fonction de nos patientes, s'il a commencé à 11 ans avec énormément de partenaires, c'est vrai que ça lui fait de 11 ans à 25 ans, ça fait quand même un bon moment avant de faire le dépistage. Les patientes immunodéprimées, après, ça peut être au cas par cas aussi, dans des cas particuliers, parce que si on commence des rapports sexuels à 11 ans avec des partenaires multiples, ça reste quand même un cas particulier. On peut peut-être, mais il ne faut pas se laisser influencer par la date des premiers rapports. Sinon, on va abîmer leur col et ça va être très, très nocif. C'est pas anodin, même la plus petite mini-conisation reste, on abîme quand même les cols, ils peuvent cicatriser en se sténosant. Et quand l'orifice interne est sténosé, on ne peut pas passer la barrette de frottis pour le dépistage. Et on n'a pas des cellules de l'endocole, donc le frottis n'est pas bon. Et si le virus au niveau de l'endocole, eh ben, on ne va pas le dépister. Et là, ça peut être vraiment très grave pour les patientes.
très délétère d'avoir fait des examens, des biopsies et des traitements alors qu'il ne fallait pas. Ouais. Donc, il faut les dépister, il faut les trouver, mais au bon moment, mais pas trop les traiter. Et les rassurer, mais aussi les prévenir. Consultation très, très difficile, oui. Oui, oui. Oui. Ouais, c'est vous. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué de les amener à la vaccination aussi. Les amener à 11 ans à la vaccination, ça veut dire qu'il faut que les parents, dans leur thèse, imaginent que leur bébé petit, encore à entre 9 et 11 ans, à peine sorti du nid, peuvent avoir une sexualité. C'est ça aussi. Comment on va réussir à convaincre les parents d'augmenter la vaccination, déjà qu'ils voient leurs enfants adultes en ayant un rapport. Mais même les enfants, c'est une réaction des enfants quand on dit à des petites filles de 11, 12, 13 ans qu'il faudrait qu'elles soient vaccinées. Leur réponse, souvent, c'est de dire oui, mais c'est le vaccin pour le sexe et pour l'instant, j'en ai pas. Et oui, parce que c'est un amalgame, quoi. Comment est-ce qu'il y a des moyens qui nous permettent d'avancer de quelle manière on peut faire évoluer la mentalité en France à l'heure actuelle? Mis à part l'expliquer. Passer par les pédiatres et les médecins généralistes, je pense quand même. Ah oui, le rôle de médecin généraliste, oui. Je pense pas que ça puisse être fait. Enfin, c'est encore un travail pour les médecins généralistes. Ou les pédiatres, non mais bon. Et les pédiatres, oui, c'est vrai que les pédiatres s'arrêtent. Oui, mais attends, oui. Scolaire, oui. Oui, mais il faut que les parents ils... Cinquième. Ah non, nous, ça a commencé beaucoup plus tôt. Nous, c'était Christine Bénas, l'infirmière scolaire, c'est la femme de Dr Bénas, qui travaille sur l'hôpital de Bénas. Et nous, nos enfants étaient à l'école là-bas, elle a commencé dès le CP. Ah oui. Ah oui, Oui, mais elle leur a appris quand même. ça implique que les parents ils soient d'accord. Parce que On était à Pierre-Vert. Voilà. oui, voilà. Eh oui. Que l'école ait un rôle à jouer, c'est une évidence, mais il faut absolument attraper les parents en même temps parce que sinon. Elle leur avait redonné des livres, bon, ils nous en parlaient, hein, leur parlait des accouchements, comment on faisait un bébé, c'était ça, tout à fait, il y avait des petits livres avec les livres, voilà, c'était quand même, voilà, mais elle avait commencé très tôt. C'est bien. Donc après, elle était au collège à Sainte-Tulle, mais après, c'est vrai qu'une fois passé de la 6e, 5e, elles ne sont jamais venues nous parler du vaccin, et là où il n'y a rien du tout qui est. Ah oui, et puis non, même à la sortie, bon ça c'est pour le Covid, hein, pour l'HPV non, mais à la sortie des collèges, il y a quand même des gens qui donnent des tracts anti-vaccins. Donc ceux-là, ils se manifestent. Mais pour le vaccin. Donc voilà, on va aller témoigner et expliquer. On va prendre un bâton de pèlerin. Très bien. Un document d'information qu'on puisse donner à la rentrée scolaire, par exemple de la 6e, et glisser dans le carnet de correspondance, et qui informe les parents, et comme ça les parents peuvent après en parler aux généralistes, ça fait déjà un premier lien. Alors c'est sûr que ça ne va pas être, encore une fois, c'est jamais 100%. On aurait pu faire 5% par là, 5% par là. Voilà. Bon, il y a aussi Et on peut aussi s'imaginer qu'il y a une vaccination
obligatoire. On est sûr de Ah, voilà, ça peut aussi, il y a tellement de vaccins obligatoires, et faire des trucs d'être obligatoires. Est-ce que ça ne pourrait pas rentrer tout simplement, vu quand même les répercussions que ça a au niveau du nombre de cancers, des différentes localisations, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ça se passe carrément en vaccination obligatoire? Et là, on est pris quand même. ah ouais. Le carnet de santé, quand tu as le premier enfant, tu t'en imprègnes en permanence. Non, puis l'inconvénient aussi du vaccin, c'est que c'est pas 100%. Oui, voilà. Donc, c'est catastrophique hein, quand quelqu'un a été vacciné, une patiente et revient avec ne serait-ce que même des condylomes. Alors, si elle revient en plus avec une lésion de haut grade et un cancer du col, là, c'est pas 100%. C'est ça aussi le problème de ce vaccin. Non, précisément pour le cancer du col ou précisément pour les dysplasies de haut grade, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de... Ou pour les verrues. Le plus, c'est des verrues génitales hein, qu'on retrouve après vaccination. Là, vraiment, c'est les autres souches qui émergent et qui... Et bon. Il était prévu pour 90% de protection. Ça semble quand même être un peu moins que 90%. Et puis ça dépend si c'est le vaccin à l'ancien, celui à 2, à 4 ou à 9 souches. Et puis il y a aussi le problème de la durée. J'ai un peu regardé hier et avant-hier. À aucun moment ils disent c'est valable à vie, quoi. Vous êtes vacciné, vous êtes peinard jusqu'à même pas la ménopause. J'ai lu 10 à 20 ans. Les études actuelles, parce qu'en plus il n'est pas très vieux, donc on n'a pas 40 ans de recul. Mais pour le moment, ils sont sur 10 à 20 ans d'efficacité. Et tout ça, ça ne plaide pas en notre faveur pour la vaccination, parce que les gens, s'ils sont vaccinés, comme peut-être ils risquent un Guillain-Barré, ou ils veulent quelque chose de 100% sûr. Donc on a du mal à faire passer ce message. Et en plus, on leur dit, ça dure 20 ans, mais vous ne pouvez pas avoir de rappel parce que vous avez des rapports et donc le Ouais. Dans l'état actuel des choses, Oui, c'est... des trous dans l'eau, ça se peut faire. Ouais, mais pourquoi au Portugal, ils ont 87%? Ou en Australie, ou... Ouais, mais bon. L'espagnol aussi, ils sont presque. Justement, au Portugal, il y a 87%, on n'a pas de résultat. Est-ce qu'on a Non, je n'ai pas fouillé ça. Ils ont une diminution des cancers en Australie. Je crois qu'ils ont une diminution du cancer du col de 70 ou 80% quand même. Depuis qu'ils le font, c'est-à-dire depuis le début en Australie. Et ils le font très bien depuis le début. Ce qu'on disait avec Brigitte me dit qu'il est en diminution. Oui, d'où ils sont partis en diminution. Ils sont peut-être plus respectueux des schémas de dépistage, des... Oui. Et oui, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est plus intéressant de parler du Portugal que de la Suède, je trouve. Et en plus, ils ont des meilleurs résultats. Enfin, une meilleure couverture, plutôt. Ouais. Et qu'on voit comment ils ont fait, non? Mais c'est vrai que c'est curieux, c'est qu'on a quand même un système de santé une protection qui est magnifique et finalement on n'est pas le pays le mieux placé au niveau de la prévention en général. Là, c'est vrai que c'est curieux quand même, nous on a l'impression de se dire que c'est bien par rapport à ça. Ah ouais. C'est la mentalité des personnes qui sont dans le pays, quoi. On n'est pas trop obéissant. Enfin, on n'aime pas trop. Parce qu'on a l'impression que ça vient d'une entité qui nous oblige à faire telle et telle chose et que c'est pas, parce qu'ils nous disent c'est pas vrai. On n'est pas le seul pays à avoir des vaccinations
d'accord, de toute façon, au niveau des enfants, on n'est pas les seuls. On a réussi à éradiquer des maladies comme la rougeole, comme la variole. C'est parce que c'était une vaccination mondiale. On n'a pas éradiqué juste en France et ça ne peut pas dans les pays Ah oui. on va dire, ou ailleurs. Donc, ils l'ont fait. Et quand les parents, vous faites des vaccins aux nourrissons, aux nouveau-nés, il n'y a pas beaucoup de parents qui savent exactement les vaccins qui sont faits contre quelle maladie. Et là, ils ne se posent pas de questions. Ils laissent tout vacciner les petits. La France, c'est vrai quand on met nos vaccinations. Ah oui, c'est un changement de mentalité. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, c'est l'essentiel. Le message est passé.